De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, parmi nous toujours nos éditorialistes Nadia Lamarque-Bi, Jean-François Akanji-Kombe et Alfred Chango. Tout de suite notre dossier du jour. Le 8 mars dernier, le monde entier fêtait la Journée internationale de la femme. Pour cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes des grands marchés du continent. Parties de rien, elles ont construit leur commerce à force de persévérance et de patience, avec pour seul objectif de faire prospérer leur activité. Reportage de notre correspondante au Bénin, Chérel Yoa Tawema. Elles sont un poids économique et mènent leurs affaires avec poigne. Aujourd'hui, les activités des femmes africaines ne se limitent plus à celles d'ordre ménager ou familial. Elles sont de plus en plus impliquées dans la sphère économique à petite comme à grande échelle. Les commerçantes se sont imposées comme étant de véritables femmes d'affaires et détiennent le monopole des activités commerciales dans les marchés principaux des villes africaines. Analphabètes ou peu instruites pour la majorité, elles contribuent essentiellement au développement du secteur informel qui représente plus de 60% de l'économie des pays africains. Situé en bordure de la lagune de Cotonou, en plein centre-ville, le marché d'Antokpa est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Il s'étend sur une superficie de plus de 18 hectares avec un chiffre d'affaires de 3 à 4 milliards de francs CFA par jour. Vendeuse à la criée et grossiste anime ce centre international des affaires. Marina appartient à la première catégorie. Elle apprend à forger ses armes de commerçante. J'aurais bien pu rester chez moi et me contenter de l'argent que mon mari me donne mensuellement. Mais j'ai choisi de me battre, de débuter mon petit commerce. Les femmes ne doivent pas se décourager et foncer. Elles peuvent même vendre de petits sachets d'eau. Son rêve, c'est de devenir une grossiste de pagne avec pour objectif la gestion d'un commerce, d'un chiffre d'affaires de plusieurs millions de francs CFA par mois. Honorine en est un exemple. Jeune commerçante, elle a commencé ses activités il y a de cela 8 années par la vente de petits accessoires féminins, notamment les barrettes et serre-têtes. Aujourd'hui, elle se rend à Accra et Lagos pour s'approvisionner en tissus et peut se réjouir d'avoir atteint la majorité de ses objectifs. Au début, j'avais commencé avec une de mes tantes qui vit au Nigeria. C'est elle d'abord qui m'a montré comment ça se passait. Et après, moi-même, je me suis lancée. J'allais au Nigeria, je continue d'y aller. Je vais prendre des pagnes de lys là-bas, des pagnes, des tablas qu'on appelle achoke. C'est vrai qu'au début, j'avais commencé avec 500 000. Mais maintenant, je crois que je suis à 5 millions. 5 millions, voilà, mon chiffre d'affaires. Autre exemple de réussite économique sur le continent, Ashta Moussa. La soixantenaire s'est spécialisée dans la commercialisation de bouteilles d'oxygène médical au Tchad et atteint un chiffre d'affaires annuel de 120 millions de francs CFA. J'ai commencé seule et ça, c'est le travail des hommes. J'ai attaché mon ceinture comme un homme. Et voilà, je pars au Cameroun, je remplis ça, j'amène, je vends ça. Avec l'aide de Dieu, j'ai commencé par 40 bouteilles. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai presque 200-300 bouteilles. L'accroissement des ressources de ces femmes des grands marchés urbains d'Afrique et le développement du commerce ont entraîné un fort exode rural des populations, favorisant ainsi un déséquilibre économique entre zones urbaines et rurales. Nous sommes en train de lutter pour qu'il existe une économie rurale, pour 2 raisons. La première raison, c'est pour fixer les populations dans l'espace rural et combattre l'exode rural. Mais la deuxième raison, c'est pour avoir une économie équilibrée. On ne peut pas avoir des pays comme le Sénégal où tout se passe à la capitale et rien dans l'intérieur du pays. L'apport des femmes commerçantes à l'économie des pays africains est considérable. Cependant, l'évolution de la majorité dans le secteur informel, qui échappe à tout contrôle des États, constitue un manque à gagner au niveau des ressources nationales. Plusieurs organisations non gouvernementales, telles que l'Organisation des femmes pour la réduction de la pauvreté, OFPR, informent les femmes sur les conditions de formalisation des entreprises et leur implication dans les instances de décision, notamment les chambres de commerce et d'industrie.
elles qui sont vraiment les grandes commerçantes de ce pays. C'est elles que vous retrouvez dans le grand marché de Dantoba, mais malheureusement, ces femmes sont dans l'informel. Elles ne participent pas aux prises de décision pour pouvoir améliorer un peu leurs conditions et leur dire, voilà, c'est des femmes d'affaires qui, une fois si elles sont informalisées, il y a beaucoup de choses qui sont offertes par eux. Vous voyez, au niveau des élections qui se sont passées dernièrement à la Chambre de commerce, nous n'avons pas eu beaucoup de femmes qui étaient candidates. Pourtant, ce n'est pas des femmes qui manquent, qui sont de grandes commerçantes dans notre pays. Elles roulent des milliards, elles ont des chiffres d'affaires énormes. Mais malheureusement, elles ne sont pas des fois formalisées et elles craignent également les fiscalités. L'économie se trouve dans la main de qui? Se trouve bel et bien dans la main des femmes. Et ces femmes, quoi qu'on dise analphabètes, ce sont elles qui détiennent l'économie de ce pays. Ce sont elles qui font beaucoup de choses aujourd'hui. Des cadres de réflexion et d'échange dirigés par des experts mieux outillés sur les procédures administratives sont créés afin d'amener les femmes commerçantes à régulariser leur situation et à mieux réguler le secteur informel. Malgré certains obstacles comme l'analphabétisme, le manque d'instruction et la non-connaissance des procédures de création d'entreprises, les femmes commerçantes demeurent les piliers économiques des marchés urbains. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis des États africains est de créer des conditions propices à leur intégration au secteur formel. Alors Alfred, ce sont ces femmes fortes, ces femmes battantes dont on parlait il y a encore quelques instants. Elles ont une place centrale, comme on a pu le voir là dans le reportage, dans la vie de la cité. Tout à fait, hein, Radija. Ce sont des mères courage pour la plupart, puisqu'effectivement elles sont appelées à gérer non seulement les familles, l'économie domestique, mais il faut aussi en termes de revenus pour les couples et pour les familles. Et donc, elle joue un rôle important dans la stabilité, d'ailleurs, sociale de la plupart de ces États-là. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est depuis toujours qu'elles sont dans le commerce, les femmes. Alors, la question de la formalisation, informalisation, vient d'où? C'est que les États, déjà, eux-mêmes, ont du mal à créer des entreprises, petites, moyennes ou autres, qui auraient pu justement être des véritables soutiens de l'emploi pour tout le monde. Et donc, ces femmes suppléent en quelque sorte justement ce vide, ce manque-là, pour nourrir leur famille, en règle générale. Maintenant, l'autre question qui s'oppose, c'est la question du système financier, du système bancaire. C'est-à-dire que quand elles brassent tous ces millions ou ces milliards, pourquoi est-ce qu'elles ne les déposent pas dans les banques? Parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis des banques, justement. Elles ne sont pas sûres qu'en déposant justement leurs avoirs, leur capital, que le lendemain, si elles ont besoin d'avoir, mettons, elles ont déposé 5 millions, elle a besoin d'avoir ces 4 millions, ou, par exemple, que la banque puisse les lui rendre, les lui donner tout de suite. Donc, du coup, elle garde chez elle. On a vu des exemples, notamment en Tanzanie, par exemple, où il y a des banques spéciales qui ont été créées spécialement pour les femmes. Ben, tout à fait. Donc, du coup, l'idée est là, effectivement, de dire qu'il faut mettre en place des structures financières, bancaires, qui permettent justement à ces femmes de pouvoir déposer en toute sécurité et retirer en toute sécurité quand elles font leurs transactions. Deuxième chose, la question de la fiscalité. Alors on dit effectivement, elles sont analphabètes, etc. Mais j'ai dit ce sont pour moi un faux problème, puisque ça peut se régler de 1000 manières si on met en place des mécanismes de soutien. Et donc pour faire justement qu'on passe de l'informel au formel. Mais c'est un processus, ça ne peut pas se décréter, ça ne peut pas se faire justement n'importe comment. Mais alors de ce fait, en tout cas, si je reprends ce que vous avez dit, on a tout de même l'impression que toutes ces réformes qui pourraient être entreprises par les gouvernements, eh bien pour le moment, elles ne sont toujours pas quelque part. On a l'impression finalement que les gouvernements n'y accordent pas tant d'importance que ça. En fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'argent de ces femmes-là va où? C'est l'argent de la famille. Et souvent, ça a été la grosse confusion. Souvent, l'argent de l'entreprise est considéré par à peu près
tout le monde comme l'argent de la famille. Donc on n'explique pas qu'il y a des comptes, qu'il faut séparer l'argent qu'on gagne dans son activité avec l'argent de la famille. Et je me souviens très bien lorsqu'on a commencé à faire les enquêtes sur les Nana Benz, elle nous disait qu'en fait, elles étaient incapables d'estimer leur chiffre d'affaires parce que justement, ça allait à la scolarisation des enfants, à la nourriture de la maison, donc aussi vite rentré, aussi vite parti. Moi, la question que je me pose, c'est où sont les hommes? Où sont les hommes dans tout ça? Exactement, parce que justement, si les femmes sont celles, si les femmes sont celles qui font bouillir la marmite, que font les hommes de leur argent? C'est toujours la question que je me suis posée. Je me suis dit, elles font tout, elles scolarisent les enfants, elles font bouillir la marmite, elles s'habillent avec, elles habillent leurs enfants. Donc, où va l'argent des hommes? Donc, où va l'argent de celui qui est censé être le pilier de la famille? Et c'était toujours la même question. Les hommes ont tout intérêt aussi à garder ce système informel. Il faut être clair, parce que ça leur permet à eux d'avoir d'autres activités qu'ils financent avec cet argent-là. Et de se... Toujours, je ne porterai aucun jugement là-dessus, mais bon, je pense que vous savez ce que je veux dire. Mais à côté de ça, la charge normalement qui est censée être dévolue à l'homme, qui est celle de nourrir sa famille, c'est souvent ces femmes-là qui la prennent en charge. Après, les femmes qu'on a rencontrées, c'est vrai qu'elles étaient ou veuves, ou divorcées, ou soutien de famille, leurs parents. Cet argent-là leur sert aussi à alimenter toute une lignée. C'est de l'argent qui, contrairement à ce qu'on pense, même s'il est dans le circuit informel, c'est de l'argent qui a une très forte productivité. C'est-à-dire que c'est un argent qui est réinvesti totalement. Mais qui fait travailler plusieurs secteurs. Exactement. Après, sur la question des prêts bancaires, il faut savoir que pour faire un emprunt, par exemple, on demande souvent à la personne ou d'être propriétaire ou d'avoir un apport concret qui serait une sorte de garantie. Et souvent, par exemple au Bénin, pendant très longtemps, les femmes ne pouvaient pas être propriétaires. Ce qui, de fait, les mettait hors de circuit. C'est très récent que les femmes ont pu être propriétaires terriennes et elles aussi pouvoir mettre en garantie quelque chose. Donc aujourd'hui, on dit oui, mais elles ne mettent pas l'argent dans les banques. Mais bien sûr, les banques n'ont jamais ouvert les portes aux femmes. À partir du moment où la loi empêche justement, les empêche elles d'avoir des garants solides, les banques elles vont faire la même chose que tout le monde, c'est-à-dire sans garant, pas de prêt. Donc c'est tout un système. Aujourd'hui ça s'est changé, ça a un peu évolué, mais il faut voir aussi qu'il y a encore un fort poids des traditions et que les femmes encore aujourd'hui, même elles-mêmes, ont du mal à se mettre dans la peau d'un homme d'affaires ou d'une femme d'affaires. Alors on a vu tout de même dans le reportage cette femme qui était dans le commerce des bouteilles d'oxygène dire elle-même que voilà, elle a retroussé ses manches comme un homme et puis elle s'est débrouillée toute seule. Et finalement, on a l'impression quelque part qu'on sort un petit peu de ce cliché des sociétés africaines qui sont patriarcales pour la majorité. On a l'impression qu'ici, tout de même, la femme a un rôle central dans la vie quotidienne des populations. Alors moi j'ai toujours pensé, Khadija, que ce cliché-là était un cliché essentiellement occidental, c'est-à-dire un cliché de personnes qui n'ont pas vécu en Afrique, dans des villages africains, avec leur famille et avec l'environnement. Je pense que dans le souvenir de tout enfant, en tout cas le mien en particulier, moi je n'ai connu que des femmes. Mon éducation a été faite que par des femmes. La mère... non mais pas souvent que... C'est que la femme est réservée au domicile et à la cellule familiale, et l'extérieur, c'est pour les hommes. Je ne laisserai pas dire ça. Elle est faite essentiellement par les femmes. Ce que je voulais dire, c'était que le cliché était vraiment un cliché, et que la femme occupe une place essentielle au sein de la société africaine. Cela étant, ça ne veut pas dire pour autant, je vais peut-être mal me faire voir compte tenu de la semaine que nous abordons, mais je vais peut-être mal me faire voir, mais il faut quand même le dire, les hommes ne sont pas, ils ne méritent pas cette tonne d'opprobre. Il y a des hommes qui travaillent, qui ramènent leur argent à la maison, qui nourrissent leur famille, qui éduquent leurs enfants, qui font avancer l'ensemble. Dans le cas des commerçantes, c'est vrai qu'il y a une énergie particulière. Je pense que c'est surtout une question d'entrepreneuriat. Et je me demande d'ailleurs si les femmes africaines ne sont pas plus entreprenantes de ce point de vue-là que les hommes, mais ça mériterait qu'on en parle plus longuement, mais je pense que c'est surtout cet élément-là
Pour le reste, les hommes contribuent d'une autre manière au développement de la société. Et puis, juste deux choses. Les femmes de l'économie et les hommes politiques, c'est ça? Non, non, non. Je ne parlais pas de la politique compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, les femmes ont leur place aussi. Donc, pour revenir simplement juste très brièvement sur 2 points, ce que je regrette, c'est que nos États africains restent encore sur des schémas de développement économique très très formels et qu'on ne va pas vers le réel économique. Pour que l'informel recule, je pense qu'il y a une solution qui serait de ne plus rester à des schémas qui sont dans des livres ou dans des théorisés par d'autres. Il y a la réalité économique qui est en fait le fondement de ces États-là. Pourquoi ne pas aller vers ces personnes-là pour formaliser, mais formaliser à la manière dont ils le font. D'autant plus que c'est une économie qui est assez volatile et que les personnes assument de cette manière-là, et ça ne vaut pas seulement pour les femmes d'ailleurs, ça vaut aussi pour toute une partie de la jeunesse qui fonctionne aussi de cette manière-là par petits... Moi, je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire. Comment faire pour... On va donner la parole à Alfred. Alfred, est-ce que vous pensez que les femmes se prêtent plus à la prise de risque quelque part que les hommes, d'où cette faculté peut-être plus entreprenante? Oui, je pense, Radija, qu'il y a une division du travail en réalité, il y a une répartition vraiment des tâches, même si on ne le dit pas, on ne le vit pas de cette manière-là. En fait, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui est entrepreneuriat, petit entrepreneuriat, commerce, etc., les hommes ont laissé cela aux mains des femmes parce qu'elles sont peut-être plus habiles. Et puis, elles ne sont pas aussi dépensières que les hommes, c'est-à-dire qu'elles tiennent quand même, malgré ce qu'on leur dit, à leur capital, à le faire fructifier parce qu'elles savent, si elles le dilapident, la marmite ne va pas bouillir à la maison, les factures ne sont pas... Elles sont plus fourmis que cigales, effectivement. Exactement, voilà. Alors que les hommes, effectivement... au fond, se contentent du salaire, de la fonction. D'ailleurs, le système a été, depuis l'époque coloniale, conçu de cette manière-là. Les hommes, ils sont dans la fonction publique, et puis bon, voilà. On est resté sur ce schéma-là, alors qu'on pourrait effectivement sortir du schéma et se dire, mais dans les affaires, il n'y a pas d'inégalité. Les hommes et les femmes peuvent entreprendre de la même manière, et puis contribuer tous de la même façon, justement, au développement et à la stabilité de l'économie. Mais là, effectivement, cette division de travail est presque acceptée par tout le monde en Afrique. C'est-à-dire, le commerce, on le laisse alors aux femmes. Pour le coup, là, nous le voyons simplement. Elles disent, elles vont au Cameroun, au Nigeria, mais elles vont à Hong Kong, elles vont à Dubaï, elles vont à Chine, elles vont partout à travers le monde. Et pour justement leurs affaires, et puis elles reviennent, etc., et elles soutiennent. Alors, je crois que pour le gouvernement aussi, il y a une forme de facilité, c'est-à-dire que tant que ce sont les femmes qui tiennent cette économie-là, c'est la paix sociale qui est assurée, donc il n'y a pas d'insurrection et par conséquent, on ne va pas bousculer des choses qui marchent même de cette manière-là informellement. Mais effectivement, il faut quand même sortir, au XXIe siècle, il faut sortir quand même de ce schéma et mettre vraiment des structures. Je suis d'accord avec l'idée que de la manière dont ça fonctionne, on peut formaliser cela en suivant la logique justement qui est celle de ces femmes d'affaires, de ces femmes commerçantes. Alors on a entendu, elles sont analphabètes, mais c'est elles qui tiennent l'économie du pays. Ça rejoint un petit peu le reportage qu'on avait vu tout à l'heure quelque part. Donc oui, du coup, de ce fait, on comprend quelque part l'indignation des associations féminines. Oui, si on revient par exemple aux fameuses Nana Benz, qui dans les années 60, à elles seules, le commerce du pagne et du wax représentait 46% du PIB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était énorme. C'est-à-dire que au sortir de l'indépendance, en effet, les hommes sont allés dans la fonction publique. Et donc, ils se retrouvaient dans des structures. Et les femmes, en fait, c'était elles qui faisaient l'activité économique. C'est elles qui achetaient, revendaient. Et ce qu'ont fait ces fameuses Nana Benz, ça a été assez exceptionnel. Ça a été très rare. C'est-à-dire qu'elles ont réussi aussi à s'imposer même dans le milieu politique. Aussi parce que Sassou Nguesso avait accepté le fait que justement ces femmes-là contribuaient à l'économie. Et donc, il les faisait participer aux plus grandes réunions. Même au voyage à l'international, il les ramenait avec lui lorsqu'il s'agissait d'amener des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires à l'étranger. Il ramenait toujours des Nana Benz parce que justement pour lui c'était un symbole fort. Et donc ce qui se faisait dans les années 60 ou 70 se fait quasiment plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à remettre, par exemple, à faire asseoir dans les instances des chambres de commerce des femmes.
des femmes commerçantes. C'est-à-dire que le principe du vote dans la chambre de commerce fait que très peu de femmes peuvent avoir accès à ce type de fonctions, sachant qu'elles sont en effet moins alphabétisées que les autres et que de fait, elles ont du mal à rentrer dans ce système-là. Maintenant, de ce qui est de formaliser l'informel, mais pas vraiment le formaliser, moi je ne comprends pas très bien cette notion-là, parce que vraiment, l'économie est ainsi faite. Il faut que l'État, s'il veut survivre, prélève une partie des bénéfices de chacun pour les infrastructures, pour la santé, pour tout ce qu'on veut. Si on décide d'utiliser d'autres systèmes, à quel moment l'État pourra lui aussi avoir sa contribution à l'évolution? C'était pas exactement ce que je disais, hein. C'était pas dans ce sens-là que j'entendais la formalisation de l'informel tout en restant dans l'informel. La façon dont je l'entendais était que pour formaliser concrètement, il faut, c'est ce qui a été expliqué dans le reportage tout à l'heure, on va faire des formalités administratives, faire remplir des formulaires, inscrire dans des formes de société qui existent déjà, avec des régimes juridiques qui existent déjà, et qui sont tous, qui représentent une forme de carcan. Ce n'est pas dans leur manière de faire les affaires. En tout cas, c'est un autre monde que leur monde des affaires. Et ce que je proposais était que, plutôt que de demander à ce qu'ils aillent dans cet autre monde-là, de ramener cet autre monde vers eux, notamment pour la formalisation. Il reste toujours entendu que l'activité économique doit être une source de revenus pour l'État. Et j'ajouterais d'ailleurs que la formalisation, j'y suis d'autant plus attaché que c'est aussi une source de protection pour les personnes concernées dès lors qu'elles sortent de cet espace-là. Pour avoir la possibilité d'avoir une retraite. Mais il faut avancer pour avancer concrètement, je pense que... Nous allons mettre un débat, donc je vous rappelle les principaux titres de l'actualité à retenir. En Libye, le ton monte entre Tripoli et le pétrolier chargé de plus de 300 000 barils stationnés au large des côtes de la Cyrénaïque à l'est de la Libye. Tripoli menace l'équipage de représailles armées si le navire tenterait de quitter ses eaux. Au Bénin, la nouvelle loi électorale n'est pas au goût des associations de défense des droits des femmes qui la voient comme une menace à l'égalité homme-femme. Le nouveau texte empêche les femmes analphabètes de se présenter aux élections communales alors qu'elles représentent 75% de la gente féminine. Nouvelle pause dans l'Africa Newsroom à suivre notre dossier de l'économie. À tout de suite.